Fais comme tu veux. Mais sache quoi? Fais comme tu veux, mais sache ce que tu veux. C'est ma position. Je ne suis pas anti-alcool. Je ne suis pas alcoolique. Je n'aime pas particulièrement l'alcool, donc je peux boire ou ne pas boire. Je n'ai pas tendance à boire. Il m'arrive de prendre une gorgée d'alcool. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Mais tu sais, il y a certaines tequilas blanches que j'ai appréciées. Et parfois, tu sais, une de celles-là, ou une vodka avec du soda ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc pour être clair, je ne suis pas anti-alcool. Ma lecture des données est, comme tu l'as souligné, que oui, l'alcool est un poison, mais beaucoup de choses sont des poisons, et c'est la dose qui fait le poison. Il semble que notre seuil pour une consommation modérée ou faible d'alcool, ça change actuellement. Je ne sais pas si c'est lié à l'épisode sur l'alcool. Mais voici ce que je sais. Les données montrent que 0 à 2 verres par semaine. Vous allez probablement bien à condition de ne pas être alcoolique, d'être majeur, d'accord, de ne pas être enceinte ou de ne pas avoir un autre problème qui ferait que vous ne devriez pas boire du tout. De 0 à 2 verres par semaine. Au-delà, cela dépend de nombreux autres facteurs contextuels. D'accord, tout d'abord, cela dépend de la façon dont vous métabolisez bien ou mal l'alcool. Combien d'alcool déshydrogénase vous exprimez? Pourquoi je dis ça? Beaucoup des effets négatifs attribués à l'alcool proviennent de troubles du sommeil et du microbiome intestinal, ce qui en fait des effets indirects. L'alcool modifie le microbiome intestinal et les cycles de sommeil de façon négative. Nous le savons. Les personnes qui suivent leur sommeil, ils prennent un verre et ils se disent « Mince, mon sommeil est tellement pire ». Pas seulement le score de sommeil, mais aussi la quantité de sommeil paradoxal, la quantité de sommeil profond, etc. On ignore si c'est la cause directe ou indirecte de perturbations cérébrales ou neuronales, mais ces études à grande échelle montrent que la quantité d'amincissement de la matière grise observée, avec l'âge, peu importe, la matière grise étant les neurones du cerveau, la matière blanche étant les faisceaux de fibres, les axones et la myéline dans le cerveau. C'est comme ça qu'ils sont imagés. Donc ils apparaissent comme gris ou blancs. La quantité d'amincissement de la matière grise commence à augmenter dès que vous dépassez 2 verres par semaine. Maintenant, est-ce que c'est suffisamment significatif pour que les gens s'inquiètent d'un déclin cognitif à cause de l'amincissement de la matière grise induit par 3 verres par semaine? Probablement pas. Doit-on fixer le seuil à 3 ou 4 verres par semaine? Je ne sais pas, et je ne suis pas là pour trancher. Ce que je dis, c'est que, d'après ma lecture des données, et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, 0 c'est mieux que n'importe quelle quantité. Et je pense qu'on m'a dit que cela a apporté un grand soulagement à un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas boire, mais qui buvaient en fait du vin rouge, spécifiquement, pour essayer d'obtenir soi-disant des bienfaits pour la santé. Cela a également apporté un grand soulagement à un certain nombre de personnes parce qu'elles me disent qu'elles n'aimaient pas boire. Elles n'aimaient pas non plus la façon dont l'alcool les faisait se sentir, que ce soit sous son influence, à cause du goût, d'un malaise général le lendemain, ou à cause de perturbations du sommeil. Je ne connais pas vraiment les raisons, mais pour les personnes qui n'aiment pas boire ou qui ne veulent pas boire, je pense qu'il y a suffisamment de preuves que 0, c'est très bien, qu'il n'est pas nécessaire de boire. D'accord. Cela peut sembler être une déclaration un peu bête, mais je pense qu'un bon nombre de personnes le faisaient, parce qu'elles pensaient qu'il y avait des bienfaits pour la santé. Maintenant, pour être juste, la plupart des gens buvaient. Et s'ils parlaient des bienfaits pour la santé, c'est parce qu'ils aiment la façon dont l'alcool les fait se sentir. Et pour moi, il est clair que si vous tenez vraiment à votre cerveau, boire plus de 2 verres par semaine de façon régulière n'est probablement pas une bonne idée. Y a-t-il des exceptions? Oui. Certains disent « J'avais un grand-parent vif d'esprit, mort à 98 ans, buvant un verre de vodka chaque soir. » Très bien, vraiment très bien. Je dis simplement « Eh bien, à quel point auraient-ils été encore mieux s'ils ne l'avaient ça fait ?» Mais je comprends aussi qu'il faut profiter de la vie. Et pour beaucoup de gens, l'alcool est un moyen de profiter davantage de la vie grâce à ses effets relaxants. L'anxiété, surtout lorsqu'elle perturbe le sommeil, est néfaste. Beaucoup boivent pour essayer de ressentir une transition entre travail et soirée. Ils pensent que cela aide à se détendre et mieux dormir, mais cela perturbe le sommeil. Serait-il préférable de ne pas boire du tout? Probablement, mais je veux aussi respecter cette situation. Si on considère 4, 5 ou 7 verres par semaine, soit un verre par soir, je ne comprends pas où est le débat.
On observe l'amincissement de la matière grise, certains indicateurs du microbiote intestinal, des troubles du sommeil. Les gens font ce qu'ils veulent, mais doivent être informés. Et c'est tellement évident que ce n'est pas bon pour les gens, et qu'ils se font au moins un certain degré de mal. Il reste aussi la question de compenser les effets négatifs. Je dis toujours, écoutez, si vous aimez boire un verre chaque soir, faites-vous plaisir si cela vous convient. Il serait aussi judicieux de compenser, par exemple, la perturbation du microbiome intestinal. Mieux vaut consommer 1 à 4 portions d'aliments fermentés pauvres en sucre par jour pour nourrir le microbiome intestinal. Peut-être être particulièrement attentif à maintenir un horaire de sommeil régulier. Peut-être être particulièrement attentif à un certain nombre d'autres choses pour compenser les effets négatifs qui ne manqueront pas d'être introduits par ce genre de régime. 0, c'est idéal. 2, c'est sans doute correct. 3, 4, 5, 6, 7. C'est là que vous réduirez fortement votre vie, sauf si vous conduisez ivre, probablement pas. Est-ce que vous allez perturber votre santé? Probablement. Principalement des effets indirects à travers un sommeil perturbé ou le microbiome intestinal. Essayez de compenser ces effets. Dès que vous dépassez un verre par nuit, ce que beaucoup consomment, il y a consensus. Hausse des cancers, surtout chez les femmes, et d'autres effets liés à la perturbation du système immunitaire. Donc, et ainsi de suite. Et juste pour conclure, je n'ai rien contre l'alcool. L'alcool fait partie du tissu de presque toutes les cultures, et a une signification. Mais à mon avis, l'alcool, si vous n'aimez pas ça ou si votre santé compte plus pour vous que l'alcool, je dis, ne buvez pas, c'est aussi simple que ça. Deux choses. L'une est une observation, l'autre est peut-être une suggestion. À tout le monde. L'observation, c'est que se détacher des réseaux sociaux prend du temps, mais cela se fait très facilement à chaque fois. Par exemple, vous quittez le travail, vous êtes encore sur votre téléphone, vous êtes encore sur votre téléphone, vous êtes avec votre famille, toujours sur votre téléphone, et ils vous disent « Hé, tu veux participer ?» Rangez-le, attendez un peu d'agitation. Vous aurez l'impression qu'on vous a retiré quelque chose, un léger malaise. Les autres choses ne sont pas aussi intéressantes. J'espère que la vie de chacun est intéressante et qu'elle ne nous pousse pas seulement à agir par nécessité urgente. Mais cela prend du temps. Ce week-end, je vais passer 3 jours sans téléphone, comme quand on campe ou qu'on n'a pas accès à son portable. Et je suis certain que retrouver mon téléphone sera un peu oppressant. Après avoir rangé le téléphone, attendez-vous à 20 minutes à 1 heure où vous ne vous sentirez pas bien, avec parfois de l'anxiété due à une anticipation inconsciente. Donc, c'est mon observation, c'est l'observation. La suggestion que j'ai pour que les gens aient une relation saine avec les réseaux sociaux, c'est une que j'ai apprise d'un joueur de poker professionnel, qui est jouer pour le temps, pas pour... Vous savez, si vous gagnez, ne restez pas là indéfiniment, si vous perdez non plus. Je ne veux pas encourager les gens à jouer, mais tout cela se traduit par les réseaux sociaux. Jouer pour le temps. Déterminer combien de temps vous allez y passer à chaque session. Pour moi, publier 1 fois par jour, ou peut-être 4 fois par semaine, c'est un peu l'objectif, et j'essaye de varier le format des publications. J'ai aussi des règles pour moi-même. Notamment, j'essaye de faire en sorte que 90% des publications servent à ce que le public apprenne quelque chose d'utile, espérons-le aussi intéressant et applicable, etc. 10% relèvent de mon plaisir personnel, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis curieux, je sollicite un peu l'avis du public parce que je veux vraiment savoir. Récemment, en me promenant dans l'Upper East Side avec ma petite amie, j'ai vu un panneau devant un magasin, et j'ai dit « Nous avons Ozempic et Mounjaro ». J'ai pris une photo, trouvant cela étrange. D'habitude, on voit plutôt des panneaux, nous avons des lattes. J'ai continué à marcher. En rentrant en Californie, j'ai partagé cela sur les réseaux sociaux, curieux de connaître l'avis des gens sur Ozempic et Mounjaro, sachant que c'est controversé. Je vais juste demander aux gens. Et il y a eu énormément d'engagement. Je ne m'y attendais même pas, mais j'apprends beaucoup grâce à tous ces commentaires. Donc j'ai des règles. Mais la règle principale, c'est que je ne me laisse pas, ou j'essaye de ne pas me laisser, prendre mon téléphone à n'importe quel moment et aller sur les réseaux sociaux. J'essaye vraiment. Je n'y arrive pas toujours, mais j'essaye vraiment.
Et si je vais dessus, je me dis « D'accord, je suis là maintenant pour 1 heure » ou je me donne 1 heure. C'est la meilleure chose à faire. Je sais aussi que si je réponds à quelques commentaires, je deviens incontrôlable quand on me bombarde de questions sur la science. Il m'est difficile de ne pas répondre, alors je dois me limiter à 5 à 15 réponses. Et puis, je ressens un peu d'anxiété quand je vais faire mes activités quotidiennes. Je dois me dire que ça ira, c'est juste... c'est un peu comme si vous posiez une question à un professeur, en tout cas à ce professeur, sur quelque chose. Si je connais la réponse, je vais essayer de vous la donner, donc il y a toujours cette agitation. Mais pour moi, il faut s'attendre à cette agitation quand on met ça de côté, et qu'on laisse passer du temps. Ne vous fiez pas à un mode d'engagement ou au plaisir ressenti, jouez avec le temps. Décidez de rester 30 minutes ici. Sinon, en faisant défiler, je réalise que je ne sais même plus ce que je fais. Genre, qu'est-ce que je fais ici ? X et Twitter, c'est une image différente. Maintenant, je vais sur X et Twitter en sachant qu'ils vont tenter de m'avoir, disons. Appelons ça une dynamique psychosociale. Quelqu'un comme « tu es là-dessus pour voir comment les gens vont interagir ». C'est plus combatif et aussi très solidaire grâce au retweet immédiat. Si tu aimes quelque chose, ça peut toucher beaucoup de gens. Tu peux mettre des liens vers d'autres choses, mais c'est plus comme le centre de la place du village où tout le monde interagit. Donc voilà. J'ai des images cognitives très claires. Instagram me paraît plutôt bienveillant. Les gens doivent souvent montrer leur visage. X, c'est plutôt. Ai-je envie de m'engager dans cette dynamique intense ? J'utilise beaucoup moins X, et mes publications y suscitent des réactions plus polarisées. On a sorti des choses de leur contexte. J'ai subi des attaques, et je n'aime pas être en colère ni ressentir cela. Cette tension, ça me déprime tout simplement, et je n'aime pas voir les autres souffrir. Donc sur X, je vois beaucoup plus de ça. Et je n'ai rien contre ça. Et je pense qu'ils ont fait de grandes choses avec la plateforme. Mais je dois vraiment me protéger et ne pas y aller trop souvent. Est-ce qu'il existe des études qui montrent qu'il y a une durée maximale que les adultes, peut-être les enfants par rapport aux adultes, devraient passer avec leurs appareils intelligents pour, vous savez, pour prévenir ces énormes pics d'amplitude de dopamine où ils reçoivent des choses très gratifiantes ou même, comme vous le disiez, des choses négatives qui peuvent, d'une certaine manière, on obtient cet engagement et... Et puis, la réplique. Si vous répondez bien à quelqu'un, il y a un neuroscientifique à l'université de Washington, Sam Golden, qui a montré que les animaux sont prêts à travailler pour pouvoir se battre. Ils travaillent pour ça. Nous ne l'avions compris que récemment. On pourrait dire qu'on l'a toujours su, mais non, les humains aussi le font sans s'en rendre compte. Participer à ce type de situation intense peut être gratifiant pour certains, même pour ceux qui n'aiment pas cela, sauf s'ils sont vraiment opposés au conflit. À un certain point, l'excitation en elle-même devient gratifiante, non ? Être impliqué, c'est ressentir de l'excitation, c'est-à-dire un engagement cognitif, surtout si le reste de la vie paraît passif et inintéressant. Il n'y a pas d'études claires à ma connaissance, mais en même temps, si je pense à quelque chose comme la réalité virtuelle, comme ce que mon collègue à Stanford, Jeremy Bailenson, a fait, il est l'un des premiers pionniers de la réalité virtuelle. Avec le développement de la réalité virtuelle, ils ont fixé, si je ne me trompe pas, Jérémy, des limites. Les enfants ne devraient porter les lunettes que X minutes par jour. Sinon, le système visuel et vestibulaire, responsable de l'équilibre, peut être reprogrammé de façon potentiellement malsaine. Ils avaient des règles strictes, alors qu'avec les réseaux sociaux, c'était sans limite. Et puis bien sûr, il y a l'intrusion des réseaux sociaux, de l'utilisation des tablettes et des téléphones dans le sommeil, où là tu épuises la récupération, où tu compromets le réapprovisionnement de la réserve de dopamine, n'est-ce pas ? Donc il y a tout ce contexte-là. Je pense qu'1 heure par jour sur Instagram, si on y réfléchit, c'est un investissement assez important. Avec X, je ne peux même pas recommander. J'y vais juste pour publier. Ma relation est mitigée en ce moment. Lex Fridman, mon pote, notre pote, a une relation beaucoup plus symbiotique avec X. Pour lui, ça marche naturellement. Moi, je ressens ça surtout sur Instagram. Et c'est juste, ce sont des cultures différentes, et peut-être que je dois ajuster mes abonnements, et ainsi de suite.
Mais je pense qu'1 heure par jour, pour moi ça me semble juste, d'accord, c'est ample et suffisant. Ayant grandi dans la baie et y passant encore du temps, je vis désormais surtout à Los Angeles. Une question intéressante à poser aux dirigeants de ces entreprises, ou au président directeur général, c'est combien de temps ils laissent leurs enfants aller sur les réseaux sociaux. Et vous verrez souvent que c'est un nombre très très faible, et ça vous dit déjà quelque chose. D'accord, donc je pense que le passage d'une tâche à l'autre, le changement de contexte, nuit sans aucun doute à la capacité des adultes à s'engager et à rester concentrés sur une seule chose. Lire un livre, à moins qu'il ne soit extrêmement captivant, va être moins capteur d'attention que les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, c'est comme des films. Pourquoi ? Parce que tu fais défiler. Je veux dire, le cerveau n'a jamais vu ce genre de choses auparavant. Même si tu as 300 chaînes à tes mains, à la télévision, tu sais, et que tu fais juste défiler, à courte distance, avec les réactions de personnes que tu reconnais. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des gens qui regardent la télévision. Et des réactions, des likes, des commentaires, des réponses, des attaques et des récompenses. Je veux dire, c'est incroyable. Je pense que Je suis à la fois consommateur et créateur de contenu, comme toi. Et j'aime réfléchir en termes de... Est-ce qu'on consomme du contenu ? Ou est-ce qu'on crée du contenu ? Il faut être judicieux dans la consommation de contenu. Je trouve cela amusant, et j'encourage à publier sur les réseaux sociaux. En fait, récemment, un extrait a été coupé. J'ai fait une erreur en maths, et je suis allé m'excuser. Il m'arrive aussi d'en faire dans les podcasts, et on les indique dans les sous-titres. Mais bref, j'ai publié quelque chose, mais la légende de ce post était... Vous savez, je détesterais que quelqu'un hésite à partager ses pensées créatives, sa créativité, par crainte d'être attaqué ou de se tromper. Je pense qu'on doit, ça peut sembler un peu cliché maintenant, mais il faut encourager une communauté de personnes, encourager les gens à créer des choses et à les mettre en ligne, mais c'est différent de la simple consommation passive tout le temps. Les réseaux sociaux offrent beaucoup d'avantages, mais 1 heure sur Instagram et 30 minutes sur X par jour suffisent, selon moi. Et c'est suffisant. Cela représente 90 minutes de votre journée, et le moment choisi compte. Vous savez, quand je regarde ma journée, je sais que quand je me réveille le matin, je suis un peu dans le brouillard. Mais ensuite, j'ai 3 ou 4 heures, où si je veux vraiment faire du travail de qualité, c'est pendant ces 3 ou 4 heures, ou les 3 ou 4 heures juste après le déjeuner. Et c'est tout. Je ne produis plus de travail de qualité entre 20h et minuit. Cela se produisait il y a des années, mais plus maintenant. Identifier cette période de 60 à 90 minutes reste essentiel. Ce moment peut être 1 à 2 heures avant le coucher, si ce n'est pas trop stimulant, ou durant la pause déjeuner. Mais quand c'est la première chose le matin, puis plusieurs fois dans la matinée, ensuite plus tard dans l'après-midi, et enfin le soir, je pense que ce que je décris n'est pas inhabituel. Et ce n'est pas rare, pas seulement pour les enfants, vous savez. Jonathan déteste le travail dont on a tant parlé maintenant à propos de la consommation des réseaux sociaux, et des défis et préoccupations liés à cela, mais aussi chez les adultes. Depuis quand ? J'ai 48 ans, c'est remarquable. Je veux dire, je vois des gens de ma classe de lycée, et comme j'en fais partie, je ne peux que rire de moi-même ici, mais c'est comme si nous étions des adultes. Comme poster ce qu'on a fait et le montrer au monde entier. Il y a un côté un peu adolescent là-dedans. C'est un peu idiot si je prends vraiment du recul. Je me dis, attends, est-ce que les adultes se comportent comme des enfants, et les enfants comme des adultes ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais c'est un peu... Si on prend du recul et qu'on se regarde comme une expérience, on dirait « Waouh, tu sais, les gens dans la tranche d'âge de 35 à 60 ans de cette espèce qu'on appelle humaine font un peu les mêmes choses que les enfants. » Et peut-être que tu te dis « Bah oui, évidemment. » Mais c'est intéressant, je veux dire, tu vois ? Et tu te demandes à quel point c'est bien ou mal pour la vie de quelqu'un. Parce que je pense beaucoup à tout ça. Mais j'y suis, j'enseigne, j'apprécie ça, j'apprends. Et tu sais, je vais continuer, mais je pense qu'il faut vraiment faire preuve de discernement et se fixer des limites. Absolument. Je veux dire, si ça stimule ton système de dopamine et que Enfin, si c'est un peu comme une substance, tu vois, c'est de la technologie, ce n'est pas de la méthamphétamine, ce n'est pas de la cocaïne, mais ça affecte sacrément ton système de dopamine. Donc... Bien sûr, cela peut aussi causer beaucoup de problèmes.
Ce n'est pas mon domaine d'expertise ni abordé dans le podcast, mais il y a un type qui a fait quelques épisodes avec Lex Fridman et d'autres aussi. James Sexton, c'est un avocat spécialisé dans le divorce à New York, et il parle de la façon dont l'avènement des réseaux sociaux a créé une énorme augmentation. Je ne sais pas si c'est dans le taux global de divorce, mais il parle de la trajectoire de beaucoup d'échecs de mariage. Et c'est comme tu sais, en fait, certaines personnes ont même parlé d'Instagram comme l'une des principales applications de rencontres. Ce n'est pas vendu comme une application de rencontre, ce n'est pas présenté comme une appli de rencontre, mais c'est là que beaucoup de gens se rencontrent. Ils voient des personnes qu'ils connaissaient avant. Salut, comment ça va? Et puis la conversation évolue. Je veux dire, tu sais, je ne porte pas de jugement. Je dis juste qu'il y a beaucoup de choses dans le paysage des réseaux sociaux qui facilitent trop certains types d'interactions humaines. Et cela nuit à notre capacité à faire des choses qui sont vraiment utiles pour nos relations, pour notre vie professionnelle et pour la famille. Je veux dire, ou simplement la présence, juste le fait d'être là. Je ne veux pas être sentimental, mais ma directrice de thèse est malheureusement décédée jeune à cause de la mutation gène de prédisposition au cancer du sein à 50 ans. Barbara Chapman avait 2 filles adorables. La plus jeune vient de finir l'université en neurosciences. J'étais vraiment heureux pour elle. Je n'oublierai jamais la cérémonie, qui n'était pas ses funérailles, mais une célébration de sa vie après son décès. Ses filles, peut-être l'une ou les deux, ont parlé du fait que l'une des meilleures choses à propos de leur mère et de leurs souvenirs avec elle, c'était le temps non structuré passé avec elle, où elle s'asseyait simplement avec elle, traînait, et elles faisaient juste des choses ensemble. Elle utilisait peu son téléphone. C'était en 2014, elle est décédée. Donc les téléphones commençaient vraiment à devenir populaires, en termes d'utilisation. Les smartphones? Cela m'a marqué car je me suis dit, waouh, parmi tout ce dont les enfants pouvaient se souvenir de leur mère décédée, c'était le temps non structuré. Ce n'était pas le match des Giants, même s'ils s'en souviennent sûrement comme de grands fans. C'est ce temps non structuré passé ensemble, où chacun offre sa pleine présence à l'autre. Et puis, quand tu regardes autour de toi, comme aux tables du dîner maintenant et dans les restaurants, tu regardes autour et tout le monde est sur son téléphone. Je dis tout haut ce que tout le monde sait. Et j'en suis aussi coupable, mais je crois que le monde est prêt pour une adaptation. Ta capacité à te concentrer. Et en fait, ta capacité de tes neurones à encoder des informations spécifiques dans ton environnement, c'est-à-dire à représenter ce qui se trouve dans le monde, est en réalité liée à ton taux de glucose sanguin. Je mets de côté pour l'instant la discussion sur la cétose et les régimes cétogènes. Mais il y a une belle étude qui a été publiée dans Neuron il n'y a pas longtemps, qui a montré que la sélectivité, c'est-à-dire la précision avec laquelle les neurones du cerveau représentent les choses dans notre environnement, est en réalité bien plus grande lorsqu'il y a suffisamment de glucose dans le cerveau. En anglais, cela signifie que lorsque nous sommes à jeun, ou que notre glycémie est très basse, nous percevons et réfléchissons moins clairement. Cependant, il y a un rebondissement. Beaucoup de personnes pratiquent donc le jeûne intermittent, et je dirais que je pratique une forme de pseudo-jeûne. Je mange habituellement entre 11h et 20h, avec parfois un peu de flexibilité. Il m'arrive aussi de prendre un petit déjeuner tôt. Je ne suis pas très strict à ce sujet, mais je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui font des jeûnes plus longs, ou qui mangent dans une fenêtre de 6 heures. Nous avons consacré tout un épisode au jeûne. Vous pouvez encore une fois le retrouver sur ubermanlab.com. Le jeûne intermittent offre de nombreux avantages potentiels. Pour certaines personnes, c'est un moyen pratique de restreindre le rapport calorique. Pour d'autres, c'est un moyen pratique d'éviter de manger. Il est plus simple de ne pas manger que de consommer une petite portion. Donc ils optent pour le jeûne intermittent. Mais l'une des choses que l'on entend très souvent, c'est que certaines personnes aiment être à jeun parce qu'elles apprécient la clarté d'esprit que cela procure. Les neurones, sauf en régime cétogène, fonctionnent surtout avec le glucose, qu'ils apprécient particulièrement. Et comme je l'ai mentionné précédemment, votre capacité à penser et à percevoir les choses est en fait améliorée lorsque vous avez suffisamment de glucose dans votre circulation sanguine. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles plus de clarté mentale à jeun ? Je l'ai moi-même déjà vécu. Eh bien, je devrais préciser que tant que vous êtes suffisamment hydraté et que vous avez assez d'électrolytes dans votre organisme, ce qui se passe généralement, c'est que lorsque vous ingérez de la nourriture, il y a un basculement de votre système nerveux vers ce qu'on appelle le mode parasympathique. C'est l'état le plus détendu.
que vous avez probablement entendu appeler repos et digestion, même s'il fait d'autres choses. Un mode plus relaxant qui peut effectivement nous rendre très somnolents. Une consommation excessive de glucides peut nous rendre somnolents. Cependant, si nous mangeons n'importe quel aliment, si nous en avons suffisamment, c'est-à-dire si notre estomac est plein, cela détourne le sang vers notre système digestif et nous devenons somnolents. Et nous avons plus de mal à nous concentrer. Donc, beaucoup de gens aiment vraiment être à jeun pour la concentration et l'attention, parce qu'ils n'ont pas autant cette activation parasympathique. Ils sont moins somnolents. Dans ces conditions, la moitié de la dose de caféine apporte autant d'énergie que le double après un repas de pâtes. Et c'est simplement la façon dont la caféine interagit avec la glycémie. Imaginez une mesure de concentration de 0 à 10-10, représentant la concentration maximale, et 0, l'absence de concentration. Imaginez une fonction en forme de U, d'accord? Si vous êtes à jeun depuis longtemps, vous aurez une grande concentration et attention. Manger et avoir le ventre plein réduit la concentration et l'attention, même avec assez de glucose dans le sang. Un taux de glucose sanguin élevé peut améliorer les fonctions cognitives, donc il y a deux extrêmes. À une extrémité du spectre, le taux de glucose sanguin est bas, vous êtes à jeun et pouvez penser et agir très concentré. À l'autre extrémité, un taux suffisant de glucose sanguin permet à vos neurones d'encoder, de percevoir et de penser clairement, sans jamais être trop élevé. Vous devez choisir votre condition. Que voulez-vous pour vos moments de concentration? Pour ma part, je fais les deux. Donc, ce que je fais, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est que je prends mon repas vers 11h du matin. C'est généralement mon premier repas, sauf si j'ai très faim au réveil. Donc, je fais mon entraînement et une session de travail concentré. Je considère toujours cela comme mon travail difficile tôt dans la journée. Et je fais cela à jeun. Je consomme de l'eau avec des électrolytes. Peut-être Helmand ou d'autres électrolytes. Peut-être aussi un peu de caféine, sous forme de yerba maté ou de café. C'est ma première session de concentration de 90 minutes ou moins, qui se fait essentiellement à jeun. Puis je mange. Et je remarque qu'après avoir mangé, j'ai en fait une capacité de concentration diminuée. Mais ensuite, dans l'après-midi, je fais une autre session de concentration de 90 minutes. Et je vais parler de certains des outils que j'utilise pour m'assurer que cette session de concentration est optimale pour accomplir le maximum de travail concentré, que ce soit un travail mental ou physique. Même si j'ai tendance à faire mon travail physique tôt dans la journée et mon travail mental à la fois tôt et tard dans la journée. Pour simplifier au maximum, être à jeun est excellent pour la concentration et l'attention, à condition de ne pas penser à la nourriture tout le temps. Et être rassasié est aussi excellent pour la concentration et l'attention. En réalité, cela peut améliorer la fonction neuronale, à condition de ne pas avoir trop mangé. Pour gérer cela, si vous déjeunez, évitez de trop manger afin de ne pas basculer votre système nerveux en mode parasympathique, ce qui rendrait difficile la concentration l'après-midi. Beaucoup ressentent une baisse d'énergie l'après-midi, rendant la concentration difficile. Je rappelle un outil déjà souvent évoqué, basé sur la biologie de l'adénosine et de la caféine. Retardez la première prise de caféine de 90 à 120 minutes après le réveil. Je sais que cela peut être difficile pour certaines personnes. Il m'arrive de ne pas respecter cette règle quand je m'entraîne très tôt le matin. Je prends ma caféine avant l'entraînement, généralement 30 à 60 minutes après mon réveil. En général, sauf si je m'entraîne tôt, je prends ma caféine 90 à 120 minutes après mon réveil. Donc encore une fois, je veux souligner que si vous entendez quelqu'un dire que rester à jeun est optimal pour la concentration et l'attention, eh bien, c'est vrai dans un certain contexte et peut-être idéal pour une certaine partie de la journée. D'autres diront que les neurones fonctionnent au glucose. Le glucose dans le sang est nécessaire au bon fonctionnement des neurones. C'est-à-dire qu'ils répondent avec une activité électrique de manière optimale lorsque vous lisez quelque chose ou lorsque vous essayez de faire de l'exercice. Eh bien, c'est aussi vrai. Vous pouvez aussi combiner les deux. En fait, comme je viens de le décrire, j'intègre à la fois des états de jeûne et des états nourris, afin d'optimiser ma concentration et mon attention. Je sais que beaucoup de gens se demandent si la caféine peut améliorer la concentration et l'attention, et en effet, c'est le cas. Il existe une immense quantité de données qui soutiennent l'idée que la caféine, à condition d'être consommée aux doses appropriées, peut améliorer les performances mentales et physiques, et elle le fait principalement
en améliorant la concentration et l'attention. La dose de caféine, bien sûr, va dépendre de votre adaptation à la caféine, de votre tolérance à la caféine. Et cela va énormément varier selon que vous consommez cette caféine avec ou sans nourriture, comme je l'ai mentionné plus tôt. Mais il existe une sorte de fourchette générale dans laquelle on peut parler de la caféine comme étant utile pour la concentration et l'attention. Et cette fourchette va essentiellement de 100 mg à 400 mg. Je veux mettre en garde tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui souffre d'anxiété ou de crise de panique, et que vous n'avez pas l'habitude de consommer de la caféine, et que vous vous précipitez pour ingérer 400 mg de caféine sous forme d'expresso, de yerba maté, de boissons énergisantes ou sous forme de pilules, cela va être très inconfortable pour vous. Vous allez transpirer abondamment, votre rythme cardiaque va augmenter, vous allez être assez paniqué, voire anxieux. Donc soyez prudent avec votre utilisation et votre adoption de la caféine si vous n'êtes pas déjà adapté à la caféine. Mais la plupart des gens s'en sortent très bien, en consommant 100 à 200 mg de caféine avant de se lancer dans un travail nécessitant de la concentration. Et encore une fois, je recommande de retarder votre consommation de caféine de 90 à 120 minutes après le réveil, sauf si vous utilisez cette caféine pour vraiment donner un coup de fouet à votre système, avant une séance d'entraînement. La caféine peut, bien sûr, être consommée sous différentes formes, même sous forme de comprimés. Mais la plupart des gens la consomment sous forme de café, ou ma façon préférée de consommer la caféine est le yerba maté. Il est important, et je dois préciser, que vous devriez activement éviter les versions fumées du yerba maté, car elles contiennent beaucoup de composés cancérigènes favorisant le cancer. Il existe d'excellentes marques de yerba maté. La façon la plus économique de le consommer serait d'utiliser le thé en feuilles et de verser de l'eau dessus. J'aime particulièrement la marque Anna Park, que j'utilise depuis des années, sans aucun lien avec eux. C'est une marque bio qui est au vendu. J'achète la mienne sur Amazon, mais vous pouvez aussi la trouver ailleurs, sur internet. Encore une fois, je n'ai aucun lien avec eux. C'est tout simplement très économique, très pur. Elle n'a pas de goût fumé. Celle que j'achète n'est pas fumée, donc sans composés cancérigènes à ma connaissance. J'aime son goût et elle est très bonne. Stimulation et effet tonique, qui selon moi marchent vraiment. Et plusieurs personnes que je connais apprécient aussi le maté ou la caféine. Ont aussi d'autres avantages. En particulier, la caféine présente dans le maté, le café et d'autres sources de caféine est connue pour augmenter la densité et l'efficacité, c'est-à-dire le nombre et la fonction des récepteurs de la dopamine, et cela a été démontré à plusieurs reprises chez l'humain. En consommant régulièrement de la caféine, vous augmentez la capacité de la dopamine à renforcer motivation et détermination. Je bois de la caféine seulement le matin. J'arrête la caféine vers 13h ou 14h pour bien dormir la nuit. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui consomment de la caféine aussi tard que 2 ou 3 heures de l'après-midi et qui arrivent quand même à bien dormir. Attention à ceux qui croient pouvoir boire de la caféine le soir ou la nuit et s'endormir quand même. Toutes les études montrent que l'architecture et la profondeur de votre sommeil sont perturbées. Même si vous parvenez à dormir, la qualité de votre sommeil n'est pas aussi bonne que si vous arrêtiez la caféine au moins 8, idéalement 10 à 12 heures avant de vous coucher. Mais bien sûr, il y a aussi des contraintes pratiques. D'accord. Donc la caféine augmente la fonction de la dopamine en modifiant le nombre et l'efficacité des récepteurs de la dopamine. Mais bien sûr, elle augmente aussi notre éveil, notre vigilance. Cela se produit surtout via les systèmes neurochimiques de l'adénosine, une molécule qui s'accumule dans le cerveau et le corps quand on reste éveillé. C'est en quelque sorte une partie du système de somnolence, si vous voulez. Cela nous fatigue ou épuise. Et la caféine agit aussi sur le système de l'épinéphrine, le système de l'adrénaline. Une consommation excessive de caféine peut provoquer des tremblements. Ces tremblements sont en réalité le résultat du système nerveux sympathique, comme on l'appelle, qui favorise le mouvement. Et nos pupilles vont se dilater. Elles deviennent en fait plus larges. Maintenant, de façon quelque peu paradoxale, lorsque nos pupilles deviennent plus grandes, les pupilles de nos yeux, en fait, notre champ visuel se rétrécit. Il devient plus semblable à un tunnel. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Lorsque nos pupilles sont vraiment petites, cela signifie que nous sommes détendus. Si vous voyez quelqu'un avec des pupilles qui minuscules, cette personne est très détendue. Si leurs pupilles sont très grandes, très dilatées, alors ils sont très excités. Ils sont très alertes. La caféine augmente la vigilance, en augmentant la libération d'épinéphrine, d'adrénaline, à la fois dans le cerveau et dans le corps. Et donc c'est une autre façon dont elle facilite la concentration et l'attention.
L'un des grands défis pour donner une bonne réponse à la question du sens de la vie est, je pense, le mieux illustré par l'exemple de Viktor Frankl, même s'il y en a d'autres aussi. C'est que notre sens du sens est très élastique dans le temps et l'espace. Et nous en avons un peu parlé plus tôt, mais je trouve incroyable que quelqu'un enfermé dans une cellule ou un camp de concentration puisse rapprocher l'horizon suffisamment pour découper son environnement en micro-tranches, afin de trouver des récompenses, du sens, de la force et de la beauté, même dans une petite boîte carrée ou une situation horrible. Et je pense que cela illustre vraiment l'une des caractéristiques les plus importantes de l'esprit humain. À savoir que nous pouvons, prenons deux extrêmes opposés. L'un serait, disons, si l'alarme se déclenchait maintenant dans ce bâtiment et que le bâtiment commençait à trembler, notre vision, notre oui, tout serait concentré sur cette bulle d'espace-temps. Durant ces moments, tout ce qui importerait serait de sortir d'ici en sécurité, comprendre la situation, contacter nos proches, etc. Si nous étions totalement détendus, nous pourrions faire, vous savez, ce que je crois qu'on appelle le truc du point bleu pâle, ou quelque chose comme ça, où nous pourrions nous imaginer dans cette pièce. Et puis ils étaient aux États-Unis, et sur ce continent, et sur la Terre. Et puis on nous observe d'en haut, et tout à coup, quand on prend du recul, tout cela peut sembler tellement immense que soudain ça n'a plus aucun sens, n'est-ce pas? Si tu te vois comme un simple éclat éphémère dans toute l'étendue du temps et de l'espace, tu te dis, je n'ai pas d'importance. Et si tu te dis que chaque petite chose qui se passe dans cette conversation ou cette section de commentaires sur YouTube ou Instagram, ta bulle espace-temps devient minuscule alors. Tout semble exagéré, et le cerveau va contracter et dilater sa vision de l'espace-temps et du temps, mais aussi son sens de la signification. Et c'est magnifique, et c'est ce qui nous permet d'être si dynamiques dans différents environnements, et de puiser dans le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi des exemples comme Nelson Mandela et Viktor Frankl devaient être inclus. Il est logique que ce n'était pas seulement une question de résister. Ils devaient trouver ces récompenses de dopamine, même dans ces petites cellules où ils étaient enfermés. Donc je n'essaie pas d'éviter une réponse. Mais pour moi, personnellement, et j'y pense beaucoup parce que j'ai un parcours compliqué dans la science, où mon directeur de licence, mon directeur de thèse et mon directeur de postdoctorat sont tous morts jeunes. Donc voilà, et c'était des personnes formidables qui ont eu une immense importance dans ma vie. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que... Parce que nous pouvons devenir tellement fixés sur ce que nous vivons, en lui accordant une signification immense. Mais cela ne garde cette signification que tant que nous sommes dans ce régime espace-temps. Et c'est important. Parce que ce qui donne vraiment du sens, c'est la compréhension que l'on peut passer d'une dimension espace-temps à une autre, et je n'essaie pas de parler comme un physicien théoricien ou quelqu'un qui réfléchit au cosmos. En disant cela, c'est vraiment le fait que parfois nous disons, faisons et pensons des choses qui nous semblent tellement importantes. Puis 2 jours plus tard, on se demande ce qui s'est passé. Eh bien, vous aviez un algorithme de traitement cérébral complètement différent. Vous étiez dans un état totalement différent. Et donc ce que je veux faire dans cette vie, c'est je veux. Je veux m'engager dans autant de niveaux différents de contraction et de dilatation du sens que possible. Je veux aller dans le micro. Parfois je pense à ça, je me dis que si je m'arrêtais juste sur le bord de la route, je parie qu'il y a une fourmilière là. Et leur monde entier est fascinant. On ne peut pas rester là. Et on ne peut pas non plus rester à regarder les nuages et juste penser que nous ne sommes que de petits êtres, et que ça n'a pas d'importance. La clé, c'est le voyage d'aller-retour, de haut en bas, l'escalier du retour. Faire des allers-retours le plus possible, c'est mon objectif. Sur cet escalier, autant que possible avant que la faucheuse ne vienne me chercher. La façon dont je pense à essayer de développer la résilience, que ce soit physiquement, mentalement ou autrement, c'est une question de... je suppose qu'on pourrait appeler ça... Moi j'aime appeler ça la friction limbique. Ce n'est pas un vrai terme scientifique. Et je reconnais que je viens de l'inventer, parce que je pense que ça capture bien le concept. À savoir qu'on entend toujours parler de résilience. Ça donne l'impression que, tu sais, sous le stress, quand tout te tombe dessus, tu vas rester calme.
Mais il y a autre chose, tu sais. Donc le système limbique veut t'entraîner dans une certaine direction, généralement vers un comportement réflexe, et le cortex préfrontal, par des mécanismes descendants, doit réprimer ça et dire non. On ne va pas réagir au bruit des tasses de café derrière moi, où je vais continuer à me concentrer. C'est un contrôle descendant pur. La friction limbique est forte dans cet environnement, ce qui oblige le cortex préfrontal à beaucoup travailler. Mais la friction limbique peut aussi être élevée quand tu es fatigué et qu'il n'y a aucun stimulus. Tout est silencieux. Tu as du mal à te concentrer car tu t'endors. Dans ce cas, la friction limbique est aussi forte, mais pour une raison différente. L'éveil autonome est trop bas, donc ils allument Netflix en arrière-plan ou mettent une chanson en boucle, ce qui peut augmenter ton niveau de vigilance. Cela permettra un contrôle descendant au niveau optimal. Tu veux cela. C'est pourquoi je disais que tout dépend de ce que l'on ressent intérieurement face à l'extérieur. Nous sommes constamment dans cela. Je suppose qu'une façon de l'imaginer spatialement, surtout si les gens écoutent ceci uniquement en audio, c'est que j'aime le voir un peu comme un alter en verre, où une sphère de perception et d'attention peut être sur ce qui se passe avec moi, et une autre sphère d'attention peut être sur ce qui se passe avec toi, ou quelque chose d'autre dans la pièce ou dans mon environnement. Mais cet alter n'est pas rigide. Ce n'est pas du verre. Le plasma marcherait-il ici? Je n'y connais rien. Désolé, je ne sais pas. Oui, d'accord. Imagine que cette chose se contorsionne et que la taille des globes à chaque extrémité varie. Si je ferme les yeux et me concentre sur l'intérieur via l'interoception, j'ai alors deux orbes de perception centrés sur mon état interne. Je peux aussi les tourner vers l'extérieur, sans prêter attention à mon rythme cardiaque ou à ma respiration. Je pense juste à quelque chose que je vois. Et ce que tu commenceras à réaliser en utilisant ce modèle spatial, c'est que... deux choses. La première, c'est que c'est très dynamique, et que plus nous sommes détendus, plus ces deux sphères d'attention, les deux extrémités de la barre, peuvent se déplacer librement. Plus nous sommes alertes, plus elles vont être rigides et rester fixées à leur place. Et cela a été conçu de sorte que si j'ai une menace dans mon environnement, elle soit attachée à cette menace. Je ne vais pas le faire si quelque chose vient m'attaquer. Je ne vais pas me dire « Mon rythme respiratoire est rapide ». Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne, car les deux sphères en dépendent. À cette menace, et donc mon comportement est maintenant en fait dicté par quelque chose d'externe, même si je pense que c'est interne. Je ne veux pas être trop abstrait, car je suis neuroscientifique, pas théoricien. Mais quand on réfléchit au modèle du cerveau, je veux dire, le cerveau fonctionne, excusez-moi, il n'y a vraiment que trois choses que les neurones font. Ce sont soit des neurones sensoriels, soit des neurones moteurs, soit ils modulent des choses, et les modèles d'attention et de perception que nous avons maintenant. 2020 nous dit que nous avons l'interoception et l'extraception. Elles sont fortement modulées par les niveaux d'excitation autonome. Et que si nous voulons établir la relation optimale avec une tâche, une pression ou quelque chose, que ce soit le sommeil, une menace imminente ou la programmation, nous devons ajuster notre relation espace-temps interne avec la relation espace-temps externe. Et je me rends compte que je répète ce que j'ai dit plus tôt. Mais nous pouvons en fait attribuer des circuits à tout cela. Cela concerne principalement le degré de friction limbique, à quel point vous êtes attiré vers une source. La source peut être interne, par exemple une douleur physique dans mon corps. Je serais bien plus interoceptif qu'extra-réceptif. Tu pourrais me parler, mais je ne penserai qu'à la douleur. C'est très difficile, et on peut aussi le relier à... Le contrôle descendant signifie que les éléments saillants de notre environnement favorisent l'extéroception plutôt que l'interoception. Et encore une fois, je ne veux pas encombrer la conversation avec tout un tas de termes, mais ce que je pense qui peut être utile pour les gens, c'est de faire essentiellement ce que tu as fait, Lex, c'est-à-dire commencer à développer une conscience. Quand je me réveille, suis-je principalement en mode interoception ou extéroception ? Quand je travaille bien, à quoi cela ressemble-t-il du point de vue de l'éveil autonome ? À quel point suis-je alerte ou calme ? Quel genre d'équilibre y a-t-il entre la concentration interne et la concentration externe ? Et observer ce processus tout au long de la journée.